Donc, bienvenue dans ce deuxième chapitre du cours Système de gestion de base de données, chapitre intitulé Modèle entité association. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de trois niveaux de modélisation des données, le modèle conceptuel, plutôt le niveau conceptuel, le niveau logique et le niveau physique. Donc, dans ce chapitre, on va se positionner dans le niveau conceptuel. Donc, le modèle entité association, c'est un modèle conceptuel de données. Modèle conceptuel dans le sens où, à ce niveau-là, on s'approche beaucoup plus de l'être humain que de la machine. Donc, on va manipuler des concepts. Donc, vous allez voir que plus on va avancer dans les niveaux, plus on va s'approcher de la machine. Le niveau physique, c'est le niveau machine, si vous voulez. Au niveau physique, les données qu'on manipule sont comprises et sont facilement manipulables par une machine. Par contre, les données qu'on modélise dans le modèle conceptuel ne sont pas manipulables par une machine. Donc, le modèle entité-association, c'est un modèle conceptuel de données. Il permet une représentation graphique de la perception d'une réalité. Il est très simple et intuitif. Et il est très efficace, malgré sa simplicité, pour modéliser des situations plus ou moins complexes. Donc, pour concevoir un modèle entité-association, il y a deux choses à faire. Il faut tout d'abord identifier les objets et leurs propriétés, bien sûr à partir d'une réalité, et ensuite essayer d'identifier les liens existants entre ces objets. Donc, avant de continuer, il faut se mettre d'accord sur une terminologie. La terminologie du modèle entité-association n'utilise pas les mots objet, lien et propriété. Donc, au lieu de cela, au lieu de parler d'objet, on va parler d'entité. Pour désigner les propriétés d'un objet, on va parler d'attributs. Et pour désigner les liens ou un lien entre deux objets, on va parler d'association. Donc, on va manipuler ces trois notions dans le modèle entité-association. L'entité, l'attribut et l'association. Donc, une entité est une représentation d'un objet concret ou abstrait du monde réel, perçu comme ayant une existence propre et possédant des informations identifiables et pertinentes pour les besoins de l'application. Donc, dans la première partie de cette définition, on insiste sur le fait que une entité représente un objet concret ou bien abstrait de la réalité. Il peut être concret comme, par exemple, un véhicule, un étudiant, c'est quelque chose de tangible. Et l'entité peut aussi représenter des objets abstraits, comme par exemple un vol, un itinéraire, ou bien un trajet, ou bien une vente. Tout ça, c'est abstrait. On ne peut pas toucher un itinéraire, ou un trajet, ou une vente, ou un vol. Mais on peut représenter ces objets abstraits avec des entités. Dans la deuxième partie de cette définition, on nous dit que les entités possèdent des informations identifiables et pertinentes pour les besoins de l'application. Donc, on insiste sur le mot pertinente, comme dans le chapitre précédent. Pourquoi? Parce qu'on ne doit capturer que les informations ou les entités qui sont pertinentes dans notre réalité. Donc, pour illustrer cela, je vais reprendre l'exemple de la dernière fois, de la gestion de la scolarité. Pour que l'école puisse gérer votre scolarité, elle a besoin de certaines de vos informations, comme votre matricule, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, les notes que vous avez eues dans chacun des modules que vous avez, l'année où vous êtes inscrit, etc. Donc tout ça, c'est des informations pertinentes pour la gestion de votre scolarité. Par contre, si on prend d'autres informations qui vous concernent, comme votre poids, votre taille ou la couleur de vos yeux, ces informations-là ne sont pas pertinentes pour gérer votre scolarité. L'école n'a pas besoin de connaître votre poids pour gérer votre scolarité, même si votre poids est une information qui vous concerne, mais elle n'est pas pertinente pour la gestion de votre scolarité. Donc, c'est la toute première étape de conception d'une base de données. L'étape qui consiste à identifier des entités pertinentes. Il faut faire attention aussi à distinguer des entités des instances d'entités. Par exemple, Seat Leon, Peugeot 307 et Volkswagen Golf sont des instances d'entités, de l'entité voiture. Retour vers le futur, Scarface et Fight Club sont des instances d'entités de l'entité film. Clint Eastwood, Charlize Theron, Robert De Niro sont des instances d'entités de l'entité acteur. Samsung Galaxy S7, Sony Z3 Compact, LG Nexus 5X sont des instances d'entités de l'entité smartphone.
Donc, tout ça, c'est la définition et des exemples sur des entités. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième concept du modèle entité-association, qui est le concept d'attribut. Un attribut est une représentation d'une propriété associée à une entité. L'ensemble des attributs d'une entité représente l'ensemble des informations pertinentes que l'on souhaite stocker sur les entités. Donc là aussi, on parle d'informations pertinentes. Comme c'est le cas de l'exemple de tout à l'heure, il y a certains des attributs de l'étudiant qu'on ne va pas gérer car ils ne sont pas pertinents pour notre application qui est dans cet exemple la gestion de la scolarité. Donc les attributs, ce sont des informations qui caractérisent les entités. Ils permettent il est important d'identifier seulement les attributs pertinents. Si on prend l'exemple de l'entité film, les attributs de l'entité film sont par exemple le titre, l'année de sortie, la durée, le genre, etc. Si on prend par exemple l'entité acteur, ses attributs sont le nom de l'acteur, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité, etc. Si on prend l'entité voiture, on peut identifier comme attribut la marque, le modèle, la finition, l'année, la puissance, l'énergie, etc. Si on prend l'entité smartphone, on peut s'apercevoir qu'il y a des attributs comme la marque, le modèle, la mémoire de stockage, la RAM, est-ce qu'il y a un lecteur d'empreintes ou pas, quel est le système d'exploitation du smartphone, etc. Maintenant, vous devez savoir que certains attributs sont plus importants que d'autres, dans le sens où ils permettent d'identifier de manière unique une instance d'entité. Donc, on appelle ce type d'attributs des identifiants. Donc, un identifiant ou clé d'une entité est un sous-ensemble minimal d'attributs permettant d'identifier de manière unique une instance d'entité. Donc, une clé doit remplir les critères suivants. Critère numéro 1, sa valeur doit être unique pour chaque instance d'entité. Critère numéro 2, sa valeur doit être connue pour chaque instance d'entité. Critère numéro 3, on ne doit jamais avoir besoin de modifier sa valeur. Et critère numéro 4, la taille de stockage de la clé doit être la plus petite possible. Là, lorsqu'on parle de taille de stockage, c'est la taille de stockage en termes de nombre d'attributs qui forment la clé. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la clé ou l'identifiant, c'est un sous-ensemble d'attributs. Donc, prenons comme exemple l'entité étudiant qui possède les 5 attributs nom, prénom, date de naissance, matricule et email. Et essayons de proposer des sous-ensembles d'attributs comme clé candidate. Donc, si on propose le sous-ensemble d'attributs nom et prénom, donc là, on s'aperçoit que la valeur de ce sous-ensemble d'attributs n'est pas unique pour chaque instance d'entité. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir deux étudiants qui ont le même nom et le même prénom. Ensuite, pour le critère numéro 2, est-ce que le nom et prénom sont toujours connus pour chaque étudiant? Oui, c'est naturel. On connaît le nom et le prénom de chaque étudiant. Maintenant, pour le critère numéro 3, est-ce que durant son cursus, un étudiant peut changer de nom ou de prénom? Généralement, c'est très rare, voire impossible. Donc, on ne doit jamais avoir besoin de modifier la valeur de cet identifiant. Maintenant, si on s'intéresse au critère numéro 4, concernant la taille de stockage de ce sous-ensemble d'attributs, on s'aperçoit que sa taille de stockage n'est pas la plus petite possible. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de deux attributs. Donc à partir de deux ou plusieurs, on dit qu'elle n'est pas la plus petite possible. Maintenant, deuxième proposition, si on propose le sous-ensemble d'attributs nom, prénom et date de naissance comme clé de l'entité étudiant. Donc on va voir que ce sous-ensemble va respecter le premier critère. Donc là, c'est rare, voire impossible d'avoir deux étudiants différents qui ont le même nom, le même prénom et la même date de naissance. Donc la valeur ici, elle est unique pour chaque instance d'entité. Donc la valeur de ces trois attributs. Pour le critère numéro 2, oui, on connaît le nom et le prénom et la date de naissance de chaque étudiant ou de chaque instance d'entité de l'entité étudiant. Donc on ne doit jamais avoir besoin de modifier les valeurs de nom, de prénom ou de date de naissance. Par contre, la taille de stockage de ce sous-ensemble d'attributs n'est pas la plus petite possible.
Maintenant, si on prend email comme identifiant de l'entité étudiant, donc email semble être un très bon identifiant. Donc, sa valeur est unique pour chaque instance d'entité. Donc, on sait que chaque étudiant a un email. Un étudiant ne peut pas avoir l'email d'une autre personne. Et donc, un email désigne un seul étudiant. Par contre, un étudiant peut ne pas avoir d'email du tout, hein. Donc, sa valeur n'est pas connue pour chaque instance d'entité. Et pour le critère numéro 3, il est tout à fait possible pour un étudiant de modifier ou de changer d'email. Et pour le critère numéro 4, oui, la taille de stockage de cet identifiant composé d'un seul attribut email est la plus petite possible. Quatrième et dernière proposition, donc si on propose le matricule comme identifiant ou clé de l'entité étudiant, donc là on s'aperçoit que le matricule est unique pour chaque instance d'entité, sa valeur est connue pour chaque instance d'entité, sachant que le matricule c'est votre numéro d'inscription au bac, donc il va vous suivre dès votre inscription à l'université jusqu'à la fin de votre cursus. Le matricule n'est jamais changé, donc on ne doit jamais avoir besoin de le modifier, et il est composé d'un seul attribut. Cet identifiant est composé d'un seul attribut, donc sa taille de stockage est la plus petite possible. Donc pour résumer les 4 propositions qu'on a données, pour le nom et le prénom, cette proposition remplit 2 critères. Pour le nom et le prénom et la date de naissance, on a 3 critères qui sont respectés. Pour l'email, on a seulement 2 critères qui sont respectés. Et enfin, pour le matricule, on a les 4 critères qui sont respectés. Et là, on peut conclure que le meilleur identifiant pour cette entité, c'est le matricule. Passons maintenant au troisième concept du modèle entité-association, qui est le concept d'association. Donc une association, c'est une représentation d'un lien entre 2 ou plusieurs entités, lien où chaque entité liée joue un rôle déterminé avec une cardinalité donnée. Donc après avoir identifié les entités pertinentes de notre réalité, il est nécessaire d'identifier les liens entre elles. Donc ce lien, on l'appelle association. Il est souvent décrit par un verbe à l'infinitif, comme par exemple écrire, jouer, produire, vendre. Donc tout ça, c'est des actions qui existent entre les entités qu'on a identifiées. Et il est important de comprendre ou d'identifier le rôle joué par des entités dans les associations et d'en déterminer la cardinalité pour chaque rôle. Donc vous allez comprendre les deux derniers points dans la prochaine diapo. Donc prenons l'exemple des entités livre et auteur. Donc l'association qui existe entre un livre et un auteur, c'est tout simplement l'association écrire. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on désigne les associations par des verbes à l'infinitif. Maintenant, si on veut répondre à la question quel rôle est joué par l'entité livre dans l'association écrire, donc un livre est écrit. Et de la même manière ou de manière duale, quel rôle est joué par l'entité auteur dans l'association écrire, donc un auteur écrit des livres ou bien un livre. Quelle association existe entre des entités film et acteur? Donc là, c'est l'association jouer. Un acteur joue dans un film. Donc le rôle joué par l'entité acteur dans l'association jouer, c'est tout simplement un acteur joue dans un film ou plusieurs films. Quel rôle est joué par l'entité film dans l'association jouer? Donc là, un film est joué par. Il est joué par un acteur ou plusieurs acteurs. Maintenant, intéressons-nous à la cardinalité d'une association. Donc la cardinalité, c'est une paire min-max telle que min, qui signifie la cardinalité minimale, désigne le nombre minimal de fois où une instance d'entité peut intervenir dans l'association. Et max, qui signifie cardinalité maximale, désigne le nombre maximal de fois où une instance d'entité peut intervenir dans l'association. Donc pour déterminer cette paire min-max, soit on la déduit à partir de l'observation de la réalité, soit on construit un graphe de toutes les relations existantes et on essaye d'extraire à partir de ce graphe les cardinalités min et max. Donc on va voir un exemple de cette deuxième approche. Donc regardez ce graphe biparti.
À gauche, vous avez l'entité auteur. À droite, vous avez l'entité livre. Donc ici, dans ce cercle, vous avez les instances de l'entité auteur. Là, vous avez les instances de l'entité livre. Et chaque trait qui relie une instance de l'entité auteur à une autre instance de l'entité livre, c'est tout simplement une instance de l'association écrire. Donc là, par exemple, l'auteur Jean-Pierre Regour a écrit le livre Aide-mémoire Java. Aide-mémoire Java, le livre Aide-mémoire Java a été écrit par Jean-Pierre Regour et par Vincent Granet. L'auteur Vincent Granet a écrit 2 livres, Aide-mémoire Java et Algorithmique et programmation en Java. Intéressons-nous au côté gauche de ce graphe, c'est-à-dire on va essayer de déterminer la cardinalité du rôle joué par l'entité auteur dans l'association écrire. Donc ce qu'on remarque ici, c'est qu'au minimum, un auteur écrit un livre. C'est le cas pour Henri Logier, Frédéric Deléchamps et Jean-Pierre Regour. Et au maximum, un auteur écrit 2 livres. Dans le modèle entité-association, donc, vous devez savoir que on manipule 3 valeurs pour les cardinalités. Soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est plusieurs. Donc, si on trouve ici qu'un auteur écrit 2 livres, on dit qu'au maximum, un auteur écrit plusieurs livres. Et on désigne ce mot plusieurs avec le symbole N. Donc, à partir de cette observation du côté gauche de ce graphe, on peut dire qu'un auteur écrit au minimum un livre et au maximum plusieurs livres. Et donc, c'est une cardinalité de type 1N. 1, plusieurs. Regardons maintenant le côté droit de ce graphe. Donc, on remarque qu'un livre est écrit par au minimum un auteur et au maximum plusieurs auteurs. Donc là, c'est également une cardinalité 1N. Donc un livre est écrit par un ou plusieurs auteurs. Maintenant, vous allez me dire, toutes les cardinalités dans tous les exemples sont des cardinalités 1N. Non, prenons un autre exemple. Donc là, vous avez un graphe qui représente les entités client et compte courant et l'association détenir entre ces 2 entités. Donc là, si on remarque le côté gauche, donc on a 4 clients. Donc, parmi ces 4 clients, au minimum, on a un client qui n'a pas de compte. Donc, au minimum, un client détient 0 compte. Et au maximum, un client détient plusieurs comptes. Donc, vous le voyez ici, on a le client Mo Sislak n'a pas de compte. Et le client Monsieur Burns a plusieurs comptes. Donc, la cardinalité ici, elle est au minimum 0 et au maximum N. Maintenant, du côté droit, ce qu'on remarque, c'est qu'au minimum, un compte est détenu par un seul client et au maximum, un compte est détenu par un seul client aussi. Donc là, il s'agit d'une cardinalité 1-1. Donc, au minimum 1 et au maximum 1. Donc, si on combine toutes les valeurs possibles des cardinalités min et max, sachant que min peut avoir la valeur 0 ou 1, max peut avoir la valeur 1 ou n, donc on aboutit à 4 cardinalités possibles. Donc, soit c'est 0 ou 1, soit c'est 0 ou plusieurs, soit c'est 1 et un seul, soit c'est 1 ou plusieurs. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'autres cardinalités que celle-là. Maintenant, je vous parle depuis le départ du modèle entité-association qui est simple et intuitif, qui permet de représenter graphiquement la perception d'une réalité, mais vous n'avez pas encore vu à quoi ressemble un modèle entité-association. Eh bien, voici le modèle entité-association qui représente le fait que un livre possède 4 attributs ISBN, titre, nombre de pages et domaine. Un auteur possède 4 attributs ID, nom, prénom et nationalité. Et un livre est écrit par un ou plusieurs auteurs. Un auteur écrit un ou plusieurs livres. Donc voilà comment on représente une réalité avec un modèle entité-association. Et en plus de ça, on souligne tous les attributs qui sont des identifiants, comme c'est le cas pour ISBN pour l'entité livre et ID pour l'entité auteur.
Donc, pour récapituler un petit peu, les entités, ce sont des rectangles aux angles droits dans lesquels on met le nom de l'entité et les attributs de l'entité. On souligne les attributs qui font partie de l'identifiant ou de la clé. Les associations, ce sont des rectangles ou sont représentés par des rectangles aux angles arrondis dans lesquels on met le nom de l'association qui est généralement un verbe à l'infinitif. Donc, à chaque extrémité d'une association, on met la cardinalité du rôle joué par l'entité dans l'association. Et là, on lit un livre est écrit par un ou plusieurs auteurs. Un auteur écrit un ou plusieurs livres. Donc, pour résumer, les entités et leurs attributs sont représentés par des rectangles aux angles droits contenant le nom de l'entité et la liste des attributs. Les clés sont les attributs soulignés. Les associations, c'est des rectangles aux angles arrondis contenant le nom de l'association. Et les cardinalités sont indiquées à l'extrémité du trait qui lie une entité à une association. Maintenant, prenons cet exercice. Donc là, on a une situation ou un cas décrit par plusieurs paragraphes. On va essayer d'extraire à partir de cette situation un modèle entité-association qui représente la situation. Donc, le gestionnaire d'un magasin de location de films souhaite stocker dans une base de données des informations relatives aux différents films qu'il possède. Dans ce sens, il désire fournir à ses clients des informations relatives aux films. Donc là, on sait déjà, à partir de ce premier paragraphe, que film, ça sera une entité pertinente dans cette réalité. Parce que le gestionnaire de ce magasin veut fournir des informations sur les films qu'il possède. Ensuite, chaque film est caractérisé par son titre, son année de sortie et son genre. Donc là, on nous indique quels sont les attributs de l'entité film, à savoir titre, année de sortie et genre. En outre, le gestionnaire veut également fournir des informations relatives aux acteurs et aux réalisateurs des différents films disponibles dans son magasin. Donc là, on nous indique aussi qu'il y a deux autres entités qui sont acteurs et réalisateurs. Chaque acteur est caractérisé par son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance et sa nationalité. Les réalisateurs possèdent les mêmes propriétés que les acteurs. Donc là, on nous indique quels sont les attributs des entités acteurs et réalisateurs, à savoir nom, prénom, sexe, date de naissance et nationalité. En examinant sa vidéothèque, le gestionnaire s'aperçoit que d'une part, plusieurs acteurs peuvent jouer dans un film et qu'un acteur peut jouer dans plusieurs films. Donc là, on nous donne deux informations. La première information, c'est l'association jouée qui existe entre les acteurs et les films. Et là, on nous donne aussi la cardinalité de cette association. On nous dit plusieurs acteurs plutôt, peuvent jouer dans un film et un acteur peut jouer dans plusieurs films. D'autre part, un réalisateur peut réaliser plusieurs films, mais un film n'est réalisé que par un et un seul réalisateur. Dans cette dernière partie, on nous indique qu'il y a une association réalisée entre réalisateur et film et on nous indique quelle est la cardinalité de cette association. Donc, on aboutit au modèle entité-association suivant. Donc là, vous avez l'entité centrale de votre modèle qui est l'entité film. Elle possède les attributs titre, année sortie et genre. Donc là, comme identifiant, nous avons proposé titre et année de sortie ensemble. Pourquoi on n'a pas choisi titre à lui seul? Parce que il existe des films qui ont le même titre. Donc il existe deux films dont le titre est Spider-Man par exemple, qui sont deux films différents. Par contre, c'est rare, voire impossible d'avoir deux films qui ont le même titre et la même année de sortie. Donc ces deux attributs ensemble forment une bonne clé primaire, même si elle n'a pas une taille de stockage minimale. Maintenant, si on s'intéresse aux entités acteurs et réalisateurs, on nous a dit dans le paragraphe que ces deux entités ont les mêmes attributs, nom, prénom, date de naissance et nationalité. Et aussi sexe que j'ai oublié. Donc là, au lieu de proposer un identifiant qui est une combinaison d'attributs, donc on a la possibilité dans le modèle entité-association de proposer nous-mêmes un attribut artificiel qui sera la clé. Donc là, j'ai ajouté un attribut qui s'appelle ID, qui sera la clé de l'entité acteur. Là aussi, j'ai ajouté un attribut qui s'appelle ID, qui sera la clé de l'entité réalisateur.
Maintenant, si on s'intéresse aux associations existantes entre ces entités, donc entre l'entité acteur et film, il existe l'association jouet. Donc on peut lire la cardinalité de cette association de cette manière. Un acteur joue dans un ou plusieurs films. Donc dans un film peuvent jouer un ou plusieurs acteurs. Maintenant, si on regarde l'association réalisée, donc là on nous dit un film plutôt, est réalisé par un réalisateur. Un réalisateur peut réaliser un ou plusieurs films. Donc comme ça, on répond à tous les faits qui sont donnés dans le paragraphe que vous avez vu précédemment. Donc, arrivé à ce point, nous avons présenté toutes les notions simples du modèle entité-association. Il existe d'autres notions avancées que nous allons aborder tout de suite. Donc, première notion avancée, c'est les attributs d'association. Donc, dans certaines situations, il peut être nécessaire d'ajouter des attributs à une association. Donc, souvenez-vous, les attributs, c'est des propriétés des entités. Et on a vu qu'une association qui est tout simplement un verbe n'a généralement pas d'attribut. Maintenant, prenons l'exemple suivant. Le gestionnaire du magasin de tout à l'heure désire fournir une information sur le rôle, c'est-à-dire le nom et le prénom du personnage joué par un acteur dans un film. Donc, quelque part, on doit ajouter un attribut rôle. Mais où est-ce qu'on doit ajouter cet attribut rôle? Est-ce qu'on le met dans l'entité film? C'est-à-dire, dans un film, il n'existe qu'un et un seul personnage, donc c'est incorrect. Est-ce qu'on place l'attribut rôle dans l'entité acteur, ce qui voudra dire qu'un acteur, durant toute sa carrière, ne joue qu'un seul rôle? Là aussi, c'est incorrect. Donc, la seule solution adéquate ou le seul endroit adéquat où placer l'attribut rôle, c'est dans l'association jouée elle-même, c'est-à-dire ici. Et là, on lit un acteur joue un rôle dans un ou plusieurs films. Dans un film, peuvent jouer un ou plusieurs acteurs, chacun un rôle. Donc là, on voit que l'attribut rôle est intimement lié à l'association jouée. On ne peut ni le placer dans l'entité acteur, ni le placer dans l'entité film. Parce qu'il est intimement lié à l'action de jouer. S'il n'y a pas le fait de jouer, il n'y a pas de rôle. Donc, deuxième notion avancée, c'est les associations réflexives. Donc, une association réflexive, c'est tout simplement une association reliant des instances de la même entité. Une association réflexive peut être asymétrique ou bien symétrique. Elle est asymétrique si il existe une relation qui lie une instance d'entité E1 à une instance d'entité E2, alors il n'existe pas de relation qui lie E2 à E1. Donc, vous allez voir un exemple sur ça. Une association réflexive symétrique est définie par le fait qu'il existe une relation qui lie une instance d'entité E1 à une instance d'entité E2, alors il existe une relation ou la même relation qui lie E2 à E1. Donc, regardons un exemple d'une association réflexive asymétrique. Donc, imaginez une entreprise où la hiérarchie est strictement forte, c'est-à-dire que il y a toujours un responsable en haut, bien sûr, sauf le patron qui n'a pas de responsable. Donc, chaque salarié a un supérieur direct, sauf le patron, et un salarié peut être le supérieur de 0 ou plusieurs autres salariés. Donc, il est le supérieur de 0 salariés s'il se trouve en bas de la pyramide, et il est supérieur d'un ou plusieurs autres salariés s'il est un petit peu au milieu de la pyramide. Donc, d'après cette réalité, donc on peut déduire qu'il y a une entité qui s'appelle salarié. Donc, vous devez faire attention, même le patron, c'est un salarié. Et il existe une association qui s'appelle et le supérieur de, ou bien on va l'appeler tout simplement supérieur. Vous voyez que cette association supérieure, elle fait le lien entre l'entité salariée et elle-même. Donc, c'est une association réflexive. Pourquoi on dit qu'elle est asymétrique? Parce qu'elle ne se lie pas dans les deux sens de la même manière. Regardez bien, un salarié peut être le supérieur
de 0 ou plusieurs salariés, donc cette flèche-là avec cette cardinalité-là, elle résume ce fait, et un salarié a comme supérieur 0 ou 1 salarié, donc là, cette flèche et cette cardinalité capturent ce fait-là. Un salarié a un supérieur direct, sauf le patron qui n'a pas de supérieur direct. Donc, le cas du 0 ici, c'est le patron. Chaque salarié a un supérieur, sauf le patron qui n'a pas de supérieur. Donc, vous voyez ici le sens de la flèche a une signification. Lorsque la flèche part de salarié vers supérieur, c'est comme si salarié est l'acteur ici. C'est lui qui agit sur l'association. Mais lorsque la flèche va de l'association vers l'entité, c'est comme si le salarié subit l'action de l'association. Donc là, c'est lui qui agit et là, c'est lui qui subit l'association. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les associations réflexives asymétriques, l'utilisation des flèches est obligatoire parce que la flèche montre le sens de l'association d'un côté ou d'un autre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est la flèche allant de l'entité salariée à l'association supérieure désigne le fait qu'un salarié peut être le supérieur de 0 ou plusieurs autres salariés et que la flèche allant de l'association supérieure vers l'entité salariée désigne le fait qu'un salarié a 0 ou 1 supérieur. Prenons maintenant un exemple sur une association réflexive symétrique. Donc, considérons le cas du registre d'état civil. Dans le registre d'état civil, si une personne peut être mariée à une autre personne, donc on sait ça. Donc, vous voyez ici, il y a une entité personne et il y a une association mariée, qui est une association réflexive. Pourquoi? Parce qu'elle lie l'entité personne à elle-même. Par contre, ou par ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que si une personne P1 est mariée à une personne P2, alors forcément la personne P2 est mariée à la personne P1. Donc là, c'est la symétrie. Donc on peut la voir ici, la symétrie. Donc on peut représenter cette situation par ce modèle entité-association. Donc voilà l'entité personne, voilà l'association est mariée à. Donc là, vous voyez qu'une personne est mariée à 0 ou une personne et une personne est le mari de 0 ou une personne. Donc là, ce qu'on remarque dans les associations réflexives symétriques, c'est qu'il n'y a pas de flèche. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des flèches. D'ailleurs, vous êtes obligé de ne pas les mettre pour indiquer que c'est une association réflexive symétrique. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les cardinalités doivent être les mêmes, parce qu'il y a une symétrie. Maintenant, dans chacun des cas suivants, on va dire s'il faut utiliser une association réflexive symétrique ou bien asymétrique. Donc imaginez qu'on a l'entité personne, l'association réflexive parent. On sait qu'une personne peut être le parent d'une autre personne. Là, c'est asymétrique. Pourquoi? Parce que si P1 est le parent de P2, P2 n'est pas le parent de P1. Maintenant, dans le cas d'une personne et de l'association réflexive frère ou sœur, donc si une personne P1 est le frère ou la sœur d'une personne P2, alors la personne P2 est le frère ou la sœur de la personne P1. Donc là, c'est symétrique. Donc maintenant, si on prend l'exemple d'un animal et de l'association prédateur, si un animal A est le prédateur d'un animal B, B ne peut pas être le prédateur de l'animal A. Donc là, c'est asymétrique. Et enfin, si un pays est le voisin d'un autre pays, si l'Algérie, par exemple, est le voisin de la Tunisie aussi, c'est le voisin de l'Algérie. Donc là, c'est symétrique. Donc nous arrivons maintenant à la troisième et la dernière notion avancée du modèle entité-association, c'est les associations ternaires. Donc jusqu'à maintenant, on a vu que les associations peuvent relier une entité à une autre, c'est-à-dire deux entités. Donc, il y a des cas où on peut utiliser une association qui relie trois entités, et on appelle ça une association ternaire. D'accord? Toutes les associations qu'on a vues
jusqu'à maintenant ou avant cette diapo, c'était des associations binaires. Binaires dans le sens où il y avait deux traits qui sortaient de l'association. Donc lorsqu'on a trois traits qui sortent de l'association, on parle d'association ternaire. Donc ce sont des associations qui relient des instances de trois entités différentes. Donc regardez cette réalité. Donc c'est un modèle entité-association qui résume ce paragraphe. Un ou plusieurs produits sont livrés par un ou plusieurs fournisseurs à un ou plusieurs clients avec une quantité donnée. Donc, tous les faits qui sont donnés dans ce paragraphe sont modélisés dans ce modèle entité-association. Donc, ils sont parfaitement modélisés. Donc, un produit est livré à un ou plusieurs fournisseurs. Et plutôt, un produit est livré par un ou plusieurs fournisseurs à un ou plusieurs clients. Cependant, vous devez savoir qu'il faut éviter le plus possible les associations ternaires parce qu'elles sont difficilement interprétables par l'humain. Et elles peuvent aussi introduire de l'ambiguïté dans votre modèle. Donc, vous devez les éviter dans la mesure du possible. Donc, on peut toujours les éviter, les associations ternaires, comme le préconise l'auteur Yves Tabourier, c'est l'une des références en modélisation de données. Donc cet auteur préconise de remplacer chaque association ternaire par une entité et trois associations simples. Donc vous allez voir un exemple sur ça tout de suite. Donc imaginez qu'on a le modèle de tout à l'heure et on veut éliminer cette association ternaire. Donc on nous dit remplacer l'association ternaire par une entité et trois associations binaires. Donc livrée va devenir une entité, elle va devenir l'entité livraison, et cette entité centrale livraison va être reliée aux trois entités produits, clients et fournisseurs. Et on va aboutir à ce modèle entité-association. Donc il suffit juste de trouver un nom adéquat à chacune des associations qui seront créées lors du remplacement de l'association ternaire livrée par une entité et trois associations. Donc là, on lit plutôt une livraison concerne un et un seul produit. Un produit est concerné par une ou plusieurs livraisons. Un client reçoit une ou plusieurs livraisons. Une livraison est reçue par un et un seul client. Une livraison est effectuée par un et un seul fournisseur. Un fournisseur effectue une ou plusieurs livraisons. Et voilà, donc avec ça, on termine le deuxième chapitre. Donc je vous invite à relire les slides de ce chapitre. Et lorsque vous aurez terminé de visionner cette vidéo, essayez de regarder la vidéo sur le TD et essayez de corriger le TD avant de voir la solution. Donc voilà, je vous dis bonne chance pour la suite et au revoir.